Bonjour et bienvenue sur Algomus. On continue l'exploration de MySQL et du langage SQL en particulier, et on peut se poser une question de se dire finalement est-ce que le SQL est vraiment un langage complet? Alors qu'est-ce qu'on entend par un langage complet? Eh bien, quand on travaille avec un langage de programmation, on s'attend effectivement que l'on puisse stocker des informations dans des variables, donc ça on a déjà vu que c'était possible en SQL. On a vu aussi qu'il est possible d'utiliser des structures conditionnelles, si alors sinon. On a vu qu'on pouvait travailler avec des structures de boucle, c'est-à-dire boucler sur une même instruction sans avoir forcément à réécrire cette instruction. On a vu qu'on pouvait aussi créer des fonctions qui permettaient de factoriser du code, de mettre du code à un seul endroit que l'on pourrait rappeler à plusieurs endroits dans le programme. Et bien tout ça, en fait, on va se rendre compte que toutes ces structures-là, on peut les utiliser en SQL et on va les adapter à MySQL, ce qui va être le propos de cette vidéo. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir les procédures stockées. Et les procédures stockées, ça peut être l'équivalent, on peut les voir comme des fonctions dans les langages de programmation, c'est-à-dire qu'on va mettre du code, des instructions SQL qu'on va entourer dans un bloc, et ce bloc-là, on va pouvoir l'appeler facilement en lui donnant un nom, exactement comme ce qu'on fait avec une fonction. Une fonction a toujours un nom, on l'invoque grâce à son nom, on connaît ses paramètres d'entrée, on connaît ses paramètres de sortie, et ça nous permet d'utiliser notre fonction. Dans cette première vidéo, on va voir donc comment mettre ces procédures stockées en place, comment mettre ce mécanisme de fonction, et je ferai une vidéo plus détaillée par la suite, qui s'attaquera plutôt aux structures de données, aux structures conditionnelles et aux structures de boucle. Donc, sans plus attendre, on va essayer de voir qu'est-ce qu'une procédure stockée et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Alors, une procédure stockée, déjà, si jamais on prend notre environnement, et qu'on ouvre, ici j'ai pris un workbench, on s'aperçoit déjà que quand on regarde l'arborescence d'une table, eh bien on se retrouve avec nos tables d'un côté, les vues qui ont déjà été vues dans une précédente vidéo, les stored procedures qui sont en fait les procédures stockées. Donc le fait que ces procédures stockées se retrouvent déjà dans l'arborescence de notre projet, de notre schéma, en fait on a tendance à penser que ces procédures stockées ne sont pas liées à la session mais qu'elles vont perdurer. C'est-à-dire qu'une procédure stockée qui va être créée va être liée à mon schéma de base de données et va pouvoir perdurer dans le temps. Ok, donc ça a l'air d'être déjà un objet fixe, comme les tables, quelque chose qui va durer dans le temps. Donc on va essayer de comprendre un petit peu plus comment créer une procédure stockée et à quoi elle va nous servir. Alors créer une procédure stockée, on ne va pas se faire de grands mystères, on sait très bien qu'à chaque fois qu'on a créé un objet dans MySQL, on va passer par le mot-clé create, qui va nous permettre justement de créer n'importe quel composant. On avait les create table, on avait les create index, et bien aujourd'hui on va passer par un create procédure. Maintenant que vous avez une bonne connaissance de MySQL, normalement ça ne devrait plus poser problème. On va voir ensuite comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser une procédure stockée. Comme je vous l'ai dit, ça va ressembler énormément à une fonction dans les autres langages de programmation. Donc les paramètres d'une fonction, eh bien les trois attributs principaux d'une fonction, ça va être son nom, qui va permettre de l'appeler, ça va être les paramètres d'entrée qui vont permettre de définir quels sont les paramètres justement qui vont être utilisés dans la fonction pour obtenir ce que l'on veut, et les paramètres de sortie qui vont être le troisième argument de ma fonction qui va me permettre de savoir qu'est-ce que je peux attendre comme valeur en résultat, qu'est-ce que je peux espérer en invoquant cette fonction. Enfin, on va voir aussi quand est-ce qu'il faut utiliser une procédure stockée, quand ça peut être utile, et aussi quels sont les avantages et les inconvénients d'utiliser une procédure stockée. Naturellement, on va voir ça au travers de quelques cas concrets que l'on va illustrer avec Workbench. Je vous mettrai naturellement en description de la vidéo tous les scripts que je vais utiliser pendant cette vidéo, les scripts sur lesquels je vais travailler et aussi les scripts qui vont être basés sur des procédures. Donc je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet en essayant de comprendre ce qu'est une procédure stockée. Donc une procédure stockée, eh bien, elle regroupe en fait les mêmes avantages qu'une fonction dans un langage de programmation. Elle va permettre de grouper, cette fois-ci pas n'importe quelles instructions, mais elle va permettre de grouper des instructions SQL. Donc ce que j'entends par instruction SQL, c'est toutes les instructions qu'on a déjà vues jusqu'à maintenant. Ça peut être les select, les delete, les insert, et ça permet de donner en fait, si vous avez toujours un enchaînement d'instructions que vous utilisez, vous pouvez simplement cet enchaînement d'instructions, à un moment donné, lui donner un nom, et ce nom, une fois que vous l'invoquez, eh bien ça voudra dire que vous invoquez de nouveau toute cette série d'instructions. C'est exactement comme ça que marche une fonction dans n'importe quel langage de programmation. Une fois que la procédure est créée, il sera possible de l'appeler ensuite
puisqu'elle sera stockée au niveau du schéma de la base de données. Donc une fois la procédure créée, elle va subsister, elle sera liée au schéma, ce sera un objet de la base de données, et elle pourra donc être appelée à chaque fois que l'on en a besoin. Donc contrairement aux requêtes préparées qui étaient stockées au niveau de la session, et qui donc disparaissaient quand on quittait la session, les requêtes stockées, cette fois-ci, on l'avait vu tout à l'heure avec Workbench, elles vont pouvoir être stockées directement dans la base de données, et donc on a un sous-répertoire qui va nous permettre de stocker ces éléments-là. Alors elles répondent à deux problématiques principales, qui sont exactement les mêmes problématiques que des fonctions. Elles permettent de factoriser du code, c'est-à-dire que si vous utilisez une même succession d'instructions plusieurs fois dans votre déroulement, et bien tout simplement, cette fois-ci, on n'aura plus qu'à invoquer une seule fois une procédure qui va lancer toutes ces sous-étapes, toutes ces instructions qu'elle contient. Elles peuvent aussi prendre des paramètres, donc ça c'est exactement ce que vous avez aussi dans les langages de programmation. Votre fonction, elle ne fait pas toujours la même chose, elle peut se baser sur des paramètres en entrée qui va lui permettre de bâtir des conditions et en fait d'avoir un déroulement différent selon la valeur des paramètres que vous lui donnez en entrée. Et bien entendu, elle peut aussi avoir des paramètres en sortie, c'est-à-dire que votre procédure peut aussi vous fournir des données pour la suite du déroulement de votre application. Donc on regroupe un petit peu toutes les propriétés de la fonction. Et en mettant ces procédures en place en SQL, ou plus précisément dans le SGBD MySQL, comme c'est le cas ici, on est en train de construire des éléments qui vont faire rapprocher le SQL beaucoup plus d'un langage de programmation complet, puisque maintenant on pourra utiliser des fonctions. Alors comment est-ce qu'on crée une procédure stockée? Maintenant que vous êtes des experts en SQL, puisqu'on a passé sur énormément d'éléments jusqu'à présent au travers de ces vidéos, en fait, ça ne devrait pas vous choquer. On va simplement utiliser le create, et on va faire cette fois-ci un create procedure, et on va utiliser ma procédure, et on va y mettre des instructions. Donc ça, c'est un petit peu le schéma classique. On va voir que c'est un petit peu plus complexe que ça. Qu'est-ce qui peut être différent par rapport à ce qu'on a déjà vu? Eh bien, ma procédure est suivie d'une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante, tout simplement puisque je vous ai dit que la procédure prenait des paramètres. Paramètres d'entrée, paramètres de sortie, mais en tout cas, elle prend des paramètres. Et ces paramètres-là vont être mis entre parenthèses, exactement comme vous faites avec les fonctions dans vos langages de programmation préférés. On va juste voir que les instructions, ça va être un petit peu différent, comment est-ce qu'on va les définir, mais encore une fois, on va rester sur quelque chose de très simple. Donc l'exemple que j'ai créé ici, mon create procédure, ma procédure avec parenthèse ouvrante, fermante, veut simplement dire que si j'ai rien dans les parenthèses, eh bien je n'ai aucun paramètre, ni en entrée, ni en sortie. Ensuite, les instructions, qu'est-ce que ça va être? Eh bien tout simplement, ça va être des ordres SQL qui vont être définis les uns derrière les autres, et l'appel de la procédure va simplement exécuter de manière séquentielle tous les ordres SQL qui se succèdent, exactement comme quand vous lancez un script dans Workbench, vous avez toutes vos instructions, et puis en haut vous tapez sur l'éclair qui va lancer tout le script, et qui va lancer séquentiellement toutes les instructions SQL. Alors, si la procédure contient plusieurs instructions, ce qui est le cas d'habitude des procédures, puisque effectivement si déjà on construit une procédure, c'est qu'on va mettre quand même plusieurs instructions dedans, il faudra les délimiter avec les mots-clés begin et end. Begin et end vont finalement délimiter un bloc d'instructions. Donc ils vont dire begin là où la procédure commence, end là où la procédure se termine. Et donc on commence déjà à voir un petit peu la structure de la procédure, comment est-ce qu'on va la mettre en place. Alors imaginons on va créer la procédure suivante. Alors je me base sur l'exemple des artistes, de gestion des artistes que j'avais déjà maintes fois utilisé au travers des précédentes vidéos. C'est la création de la structure des artistes. Je vous la mets naturellement également en description de la vidéo. Vous pourrez récupérer le script SQL, vous avez juste à le lancer et ça va vous créer toutes les tables que l'on va utiliser dans cet exemple. Donc ici on va créer une procédure tout simplement qui va sélectionner tous les artistes. Donc là encore, cette procédure, pour l'instant, elle casse pas les briques, elle fait pas encore grand-chose, elle n'a qu'une seule instruction, qui finalement est qu'un select. On va voir que là, pour l'instant, on ne gagne pas encore du temps. Mais c'est juste pour comprendre comment la structure va se mettre en place. Et cette structure simple va aussi nous faire comprendre quelque chose sur les délimiteurs, que pour l'instant, on ne s'était pas posé la question. Donc on va essayer de créer cette procédure qui sélectionne tous les artistes de ma table. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma
ma gestion des artistes, qui est ici, qui est un script que je vais lancer, et qui va me créer, qui est en route, et qui va me créer finalement les tables que je vais avoir besoin pour les exemples sur les procédures que je vais traiter au travers de cette vidéo, et de la suivante sur les procédures. Donc j'attends que mon script a terminé. Donc il me crée en fait toutes les tables dont je vais avoir besoin, et il va me les remplir avec quelques données pour que j'ai des données. Ok. Donc maintenant que toutes les tables sont créées, si je fais un select étoile from artist, je vais récupérer effectivement l'artiste. Les artistes qui sont dans cette table sont basés, ce sont en fait les musiciens du groupe Dragon Force, à travers le temps. Hein. Et donc j'ai sélectionné tous mes artistes, donc j'ai bien quelque chose dans ma table. Maintenant, je vais essayer de créer une procédure qui va faire exactement la même chose. Donc je vais m'amuser à faire un create procédure. Je vais lui donner un nom, je ne sais pas, par exemple donne artiste. Donne artiste. Je vais mettre aucun paramètre. D'accord. Je vais donc dire que je vais commencer mon bloc qui va me permettre de délimiter ma procédure. Et dans mon bloc, je vais récupérer mon select artiste, mon select étoile from artist. Je vais terminer mon bloc. Et comme n'importe quelle instruction SQL, je vais terminer avec un point virgule. Et là, on s'aperçoit déjà que quelque chose cloche. Je viens de terminer mon ordre, j'ai fait mon create procédure, j'ai bien donné le nom à ma procédure. Pour l'instant, j'ai pas de paramètres, donc j'ai un parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. J'ai bien créé mon bloc avec begin et end. J'ai bien terminé mon ordre SQL. Et pourtant, vous voyez que là, il m'a souligné ma table artiste en rouge et il m'a souligné mon end en rouge. Alors, qu'est-ce que je regarde ce qu'il a sur ma table artiste et il me dit statement is incomplete, expected, point virgule. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Eh bien, si je lis la procédure telle que je l'ai écrite, et selon ce que l'on connaît en SQL, on sait que le point virgule, c'est ce qui permet de terminer une requête SQL. Donc ça veut dire que si je mets un point virgule ici, eh bien ce point virgule termine la création de ma procédure. Et donc je ne prends pas en compte le end qui suit. Donc ça me pose quand même un petit problème. Alors comment je peux m'en sortir? Eh bien tout simplement, il faut que je change momentanément de délimiteur. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai la possibilité, avec la commande délimiteur, de spécifier un nouveau délimiteur. C'est-à-dire que je ne veux plus maintenant que ce soit point virgule qui termine une requête SQL, je vais utiliser un autre symbole. Alors là, je vais utiliser moi la barre verticale qu'on obtient en faisant Alt-GR et 6 sur le clavier. Pourquoi j'utilise ce symbole-là? Tout simplement, quand vous changez de délimiteur, essayez de ne pas utiliser un symbole qui est déjà utilisé dans la base de données. Par exemple, n'utilisez pas étoile, puisque sinon, à chaque fois que vous faites un select étoile, SQL considérerait que étoile est le caractère qui délimite la fin d'une instruction, et vous aurez des problèmes dans vos selects. Donc je vais utiliser le délimiteur barre verticale, celui-là n'est pas utilisé en SQL, la plupart du temps, il serait utilisé en programmation shell à la limite pour faire des pipes, mais là, c'est pas le cas, on ne l'utilise pas. Donc cette fois-ci, je peux dire que ma procédure va se terminer sur end et ma barre verticale, puisque j'ai remplacé le point virgule par la barre verticale. Le point virgule qui est ici, eh bien simplement, il va délimiter les différentes instructions de ma procédure. Alors si je ne veux pas que le délimiteur reste sur barre verticale à la fin de la création de ma procédure, eh bien tout simplement, il faut qu'à la fin de ma procédure, je remette délimiteur point virgule pour que le point virgule soit à nouveau le délimiteur de mes instructions SQL. Ok, donc cette fois-ci, vous voyez que j'ai plus rien qui est souligné en rouge. Donc on va essayer de créer ma table, et cette fois-ci, vous voyez que je suis bien en vert. Ma procédure donne artiste a été créée. Et si jamais je fais un refresh de mon schéma, je m'aperçois maintenant que dans la partie Stored Procedures, je récupère donne artiste, la procédure que je viens de créer. Ok, donc la création de ma procédure a l'air d'avoir fonctionné. Super. Donc ce petit exemple assez simple m'a permis de vous parler du délimiteur et des problèmes de délimiteur que l'on peut avoir. Donc à chaque fois que vous êtes sur un bloc, une création de procédure, vous pouvez changer momentanément le délimiteur, vous laissez le point virgule uniquement pour séparer les instructions qui sont dans le bloc begin end. Ok, très bien. On va continuer un petit peu. Maintenant qu'on a créé notre procédure, donc ça c'est un petit peu toutes les explications sur le délimiteur.
effectivement, pour pas considérer que le point virgule est le délimiteur et terminer prématurément la procédure, il faut que je change le délimiteur, c'est ce qu'on vient de faire dans notre exemple. Ok, donc ma requête fonctionne comme ça, je change le délimiteur, je crée ma procédure et à la fin je rechange le délimiteur pour de nouveau avoir le délimiteur point virgule à la fin. Donc, on va maintenant essayer de voir comment est-ce que je peux lancer une procédure stockée, c'est-à-dire comment je peux finalement récupérer, enfin interpréter le code qui se trouve dans la procédure. Et bien tout simplement, je vais utiliser un mot-clé qui s'appelle call, donc appeler en fait en français, et je vais faire un call sur ma procédure. Très bien. On va prendre mon workbench, on va faire un call de la procédure d'un artiste. Donc les parenthèses, même quand il n'y a pas de paramètres, il faut les mettre, hein. C'est quand même ça qui va dire que vous êtes sur une procédure. Je vais faire call d'un artiste et vous voyez que la liste des artistes s'affiche. Donc j'ai bien lancé ma procédure, et dans ma procédure, eh bien, j'ai un select étoile from artist. C'est bien ce qui a été fait ici. Donc, ok, pour l'instant, on ne gagne pas encore de temps vraiment sur ce que l'on veut faire, mais ça nous donne déjà une petite idée de ce que l'on peut faire. La procédure va finalement avoir plusieurs instructions dedans que je vais pouvoir lancer avec un nom unique. Ok. Donc celle-là, pour l'instant, j'ai pas encore de paramètres. On va voir maintenant qu'on peut rajouter des paramètres pour finalement utiliser des structures conditionnelles et pour faire en sorte que la procédure puisse utiliser un paramètre non seulement dans une clause where, par exemple, mais puisse aussi, par rapport à ce paramètre, faire des choses différentes. Alors, là, on vient de créer effectivement une paramètre qui est seulement basée sur un select étoile. On va essayer de voir maintenant comment rendre les choses beaucoup plus intéressantes. Pour ça, maintenant, on va devoir s'intéresser aux paramètres. Alors, les paramètres, encore une fois, je me répète, mais c'est vrai que les paramètres, on peut les voir exactement comme les paramètres d'une fonction dans n'importe quel langage de programmation. Alors, un paramètre, comment est-ce qu'il est défini? Eh bien, il a un nom, ce paramètre. Il a un type. Alors, par rapport au langage de programmation, ici, on va réutiliser les types de variables que l'on peut trouver en SQL. C'est-à-dire, par exemple, c'est les types que vous avez utilisés pour les colonnes quand vous avez créé vos tables. Donc ce type, ça peut être du int, ça peut être du varchar, ça peut être du date, ça peut être du text. Tous les types d'SQL peuvent correspondre aux paramètres que vous avez. Et vous avez encore quelque chose de différent que pour l'instant alors il y a encore les langages comme C, C++ où vous pouvez avoir ce genre d'informations, mais par exemple dans un langage comme Python, vous ne l'avez plus. Vous avez le sens de la variable. Est-ce que c'est un paramètre seulement d'entrée? Est-ce que c'est un paramètre de sortie? Ou est-ce que c'est un paramètre d'entrée-sortie? Alors juste pour expliquer un petit peu comment ça peut se voir, ce genre de choses, on va imaginer qu'on a une fonction. On va avoir une fonction ici qui prend deux paramètres, genre n1 qui est de type entier, n2 qui est de type entier. Alors je vais lui donner un nom, je vais l'appeler fct, c'est juste un petit peu pour lui dire. Donc vous avez votre fonction, vous avez le début de la fonction, la fin de la fonction. Comment fonctionne le caractère in? On va imaginer par exemple que le caractère n1 est de type in, la variable n2 est de type out, et on va encore s'ajouter un n3, donc un entier n3, qui est de type in-out. Ok. Donc si le caractère n1 est en caractère in, eh bien il est valorisé, donc j'ai le droit de l'utiliser dans ma variable. J'ai le droit par exemple de déclarer, alors je peux déclarer des variables locales, je peux déclarer par exemple a et b de type entier, et je peux dire par exemple que a, je peux mettre n1 dedans, parce que n1 est de type in, c'est-à-dire qu'il est en entrée de ma fonction. Par contre, si je fais b et que je vais mettre n2 dedans, eh bien ça je ne pourrais pas le faire, parce que comme n2 est uniquement une variable en sortie, eh bien on considérera que n2 est comme si c'était une variable non initialisée. Il n'y a pas de valeur dans n2, puisque la valeur de n2 n'est que en sortie. Par contre, j'ai tout à fait le droit de mettre quelque chose dans n2. Ça, j'aurais le droit de le faire. J'ai le droit de mettre, par exemple, a plus 2. Ça, j'ai tout à fait le droit de le faire. Par contre, si je ne peux pas utiliser n2 avant d'avoir mis quelque chose dedans, sinon on estimerait que cette variable n'a pas été initialisée.
Donc N1, je peux lire sa valeur. On va voir, par contre, lorsque la fonction sera terminée, N1 ne sera pas modifiée, la valeur de N1 ne sera pas modifiée, puisque la valeur n'est qu'en entrée. Donc si jamais, on imagine, je suis hors de la fonction, j'ai une variable A de type entier dans lequel je mets 3, j'ai une variable B de type entier dans lequel je mets 5. Et j'appelle ma fonction avec comme valeur A, B, ah, il me faut encore un C, puisque j'ai mis une troisième valeur, je vais mettre C dans lequel je vais mettre la valeur 7. Alors par exemple, on pourrait imaginer que j'ai mon N1 qui est entier, je mets N1 dans A, et dans N1, je mets la valeur 6. Je vais peut-être les mettre comme ça, les variables, comme ça on arrivera mieux à suivre, plutôt que d'avoir des variables différentes. Donc dans N1, je mets 6, sauf que N1 est une variable qui est que en entrée, c'est-à-dire que quand je ressors de la fonction, après la fonction, N1 va toujours valoir la valeur qu'elle avait au début, c'est-à-dire 3. En fait, la fonction ne changera pas la variable. Même si je mets quelque chose dans N1, eh bien au moment où je vais sortir de la fonction, N1 va récupérer la valeur qu'elle avait au début, parce que je suis en paramètre in. N2, par exemple, je lui ai mis 5 dedans. Ok, mais comme c'est une variable en out, définie en out, en sortie, en fait je ne tiendrai pas compte de la valeur qui est transférée dans N2. Donc dans N2, je vais mettre A plus 2. Donc A plus 2, c'est quoi? C'est N1, 3 plus 2, A plus 2, 5. Ça ne m'arrange pas puisque c'est la valeur de début. Donc N1 vaut 3, donc A vaut 3, 3 plus 1 ça vaut 4, et je mets 4 dans N2. Donc à la fin de ma fonction, N2 va valoir 4, parce que elle est en out, c'est-à-dire que je pourrais changer la valeur de sortie de la variable. Donc la valeur, si la valeur n'est qu'en entrée, elle n'est pas changée dans la fonction. Si la valeur est en sortie, elle est changée dans la fonction. Et vous aurez compris qu'une variable qui est définie en in et en out, eh bien je peux utiliser sa valeur en entrée de fonction, et si j'en modifie la valeur au cours de la fonction, eh bien son contenu sera modifié. Voilà un petit peu comment on peut comprendre les trois types in, out et in-out. Alors, lors de la création de la procédure, il faudra spécifier trois informations pour chacun de ces trois informations pour chacun des paramètres. Pour chaque paramètre, il faudra donner son nom, son type, et est-ce que c'est une valeur en entrée, une valeur en sortie, ou une valeur en entrée-sortie. Donc ça, on va voir que c'est assez facilement compréhensible dans les exemples que l'on va voir tout à l'heure. Donc le paramètre sera connu dans la procédure, naturellement, et au moment de l'appel, il faudra spécifier autant de paramètres que la procédure n'en demande. Si ma procédure demande une variable, eh bien je vais avoir qu'un seul paramètre à passer. Donc soit je passerai une valeur, si jamais j'ai qu'un seul paramètre, je peux passer une valeur, donc là c'est la valeur 2, la valeur entière 2. Soit je peux passer une variable @val par exemple, qui est une variable globale qui est liée à la session SQL. Donc là je pourrais passer une variable, et le contenu de la variable sera passé à la procédure, ou alors la variable sera modifiée par la procédure suivant que le type de variable soit en entrée ou en sortie. Alors je vous propose directement de voir comment est-ce qu'on peut faire ce genre de choses, et on va essayer de travailler avec une valeur en sortie. On va faire en sorte que notre procédure nous donne le nombre d'artistes qui se trouvent dans la table artistes. Donc on va faire un petit peu évoluer notre procédure qu'on avait jusqu'ici. On avait une fonction qui donnait les artistes. On va maintenant essayer de faire une procédure qui compte les artistes. Donc je vais l'appeler cpt artiste. Et on va voir que celle-là, elle va nous rendre quoi? Elle va nous rendre une variable que je vais appeler ndartist, nombre des artistes, qui est de type quoi? Alors comme je veux compter les artistes, eh bien ce sera du type entier. C'est une valeur entière en fait. Et le nombre d'artistes, en fait, elle va m'être donnée par la procédure. Donc ça va être une variable qui va être en out. Alors comme c'est une variable paramètre, je vais la préfixer aussi par p underscore. Alors ça c'est pas une obligation, mais ça permet de savoir que toutes les variables qui commencent par p underscore sont en fait des paramètres de la procédure. Si je veux compter les artistes, eh bien comment je fais? Je fais tout simplement un count artiste, tout simplement, et le count artiste, je vais le mettre dans la variable partist. La valeur récupérée par le count, je vais le mettre directement dans partist. Ok,
Donc, j'ai tout ici. Je vais récupérer cptartist. Cette fois-ci, vous voyez que ma procédure cptartist, elle prend un paramètre, donc il faut que je le mette aussi. Je vais le mettre dans une variable que je vais appeler @, puisque ce sont les variables de session, @nb, et je vais lancer toute ma procédure. Voilà. J'ai appelé cptartist, je l'ai utilisé la variable nb, et donc il suffit de voir si le contenu de ma variable nb, j'ai quoi? Qu'est-ce que j'ai dans le contenu? Eh bien j'ai 10. 10. Est-ce que c'est bien le nombre d'artistes que j'ai? Il me suffit de faire un count étoile from artist, et vous voyez qu'effectivement j'ai également 10 artistes. Donc la procédure a bien marché, elle a compté le nombre d'artistes, elle a mis le compteur dans le paramètre partist, qui est un paramètre en sortie de la procédure de type int, et donc moi j'ai appelé ma procédure, je lui ai donné une variable locale, donc une variable globale de la session, et donc en affichant le contenu de ma variable, je récupère effectivement le nombre d'artistes. Donc ça a l'air de marcher. Donc c'est l'instruction into qui permet justement de prendre le count et de le mettre dans les artistes. Alors, ce qu'on va essayer de faire maintenant, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus complet. On va écrire une procédure qui, à partir du nom d'un artiste, va nous retourner le nombre de chansons auxquelles il a participé. Alors, pour ça, je vais récupérer looping, qui va me permettre d'ouvrir le MCD, et ça va être un petit peu plus clair pour expliquer ce que l'on veut faire. On va récupérer le modèle dans les procédures stockées. On va récupérer la gestion des artistes. Qu'est-ce que l'on veut faire? On veut simplement prendre la table d'artistes qui est ici, et on veut pouvoir récupérer le nombre de chansons auxquelles a participé l'artiste. Donc si je prends le modèle logique de données, tout simplement, le ID artiste a migré dans la table participe. Donc ce que je veux savoir, tout simplement, c'est si je prends un artiste donné, combien de lignes correspondent à cet artiste dans la table participe à partir de son nom. Alors je vais déjà commencer par construire la requête qui m'intéresse. Ça, je peux la construire directement au Workbench. Je vais faire un select étoile from artist. Donc ça, je vais avoir tous les artistes. Je vais faire une jointure sur la table. Alors comment je laisse sur la table participe, qui est en fait la requête qui sort de l'association, donc sur participe. Et je vais lier quoi? Eh bien, je vais lier l'id artiste de artiste avec le id artiste de participe. Donc, artiste.id artiste. J'aurais aussi pu faire une natural join parce que les colonnes ont le même nom. Bon, je suis parti sur une inner join. Voilà. Donc là, j'ai fait ma jointure. Donc il me reste à faire ma closeware sur le nom de l'artiste. Alors là, je vais prendre le nom de Herman Lee, le guitariste de Dragon Force, et vous voyez que je récupère le nombre de chansons auxquelles a participé Herman Lee pour le nombre de chansons auxquelles a participé Herman Lee. Donc qu'est-ce que me demandait l'exercice? Nous allons écrire une procédure qui, à partir d'un nom d'un artiste, va nous retourner le nombre de chansons auxquelles il a participé. Donc il me reste plus qu'à, si je veux savoir le nombre de chansons, il me reste plus qu'à faire un count sur ce nombre de lignes. Voilà, il a participé à 12 chansons. Commençons par écrire la requête de sélection SQL, on vient de le faire. Une fois la requête écrite, il faut l'intégrer à une nouvelle procédure stockée, définir le type et le sens de chacun des paramètres. Très bien. Donc, je vais utiliser la requête que je viens d'écrire, je vais la mettre en place dans une procédure, qui est ici. Je vais essayer de respecter l'indentation pour que ce soit clair. Cette fois-ci, je ne veux plus compter le nombre d'artistes, je veux compter le nombre de chansons. Alors, je veux compter le nombre de chansons et on va s'intéresser un petit peu aux paramètres. Donc, on aura deux paramètres. On aura un paramètre non artiste, puisque je veux pouvoir paramétrer l'artiste dont je cherche les chansons. Et on aura un deuxième paramètre qui sera le nombre de chansons. Ok.
Donc deux paramètres, donc là on a déjà leur nom, il faut aussi spécifier le type, donc le nom de l'artiste, et bien tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais récupérer dans la table artiste, j'ai une colonne nom artiste et je vais regarder quel est le type de nom artiste et je vois que c'est un varchar de 200. J'ai prévu un petit peu grand, bon. Donc je vais essayer de me calquer là-dessus que mon paramètre est exactement le même type que la colonne à laquelle je veux accéder. C'est un paramètre in, je veux pouvoir préciser le nom de l'artiste pour ma requête. Le nombre de chansons, par contre, c'est un paramètre out, c'est la valeur que je veux récupérer. Et là, encore une fois, c'est un compteur, donc ça va être un entier, donc int. Le nombre de chansons est un entier int. Donc je veux directement récupérer le compteur que je fais ici, je vais directement le récupérer dans mon compteur de chansons. Voilà. Et mon paramètre nom artiste, et bien tout simplement, je vais le mettre à la place du texte que j'avais tapé ici, pour rendre ma procédure un petit peu plus flexible, que je puisse mettre directement le nom d'un artiste dans que je puisse mettre directement le nom de l'artiste dans la procédure pour que je puisse changer de nom d'artiste sans avoir à réécrire ma procédure. Donc, je vais créer ma procédure. Tac, chanson. Qu'est-ce que j'ai à faire encore? Tester la nouvelle procédure. Ok. Eh bien, ma nouvelle procédure, je vais la tester. Je vais faire un call de ma procédure. Le premier paramètre en entrée, c'est le nom de l'artiste. Le deuxième paramètre qui va être en sortie, ça va être le nombre de chansons que je vais appeler nbcha. Donc une variable préfixée avec un arrobas pour dire que c'est une variable. Je vais lancer mon call. Tout a l'air de s'être bien passé. Je suis en vert et donc il ne me reste plus qu'à regarder qu'est-ce que j'ai dans ma variable nbcha. Et je m'aperçois que dans la variable nbcha, j'ai bien la valeur 12, qui est bien le nombre de chansons auxquelles a participé l'artiste Herman Lee. Et donc vous voyez que dans cette procédure, j'ai effectivement une variable en entrée, une variable en sortie, et que tout s'est bien passé, en fait, tout a été correctement fait. Et donc si maintenant je voulais utiliser un autre nom d'artiste, tout simplement, alors je ne sais pas qui j'ai encore comme artiste, comme nom, eh ben, je peux simplement prendre Sam Tutman. Alors il faut que je vais respecter la case quand même. Je relance et nbcha, je me dis que Sam Tutman lui aussi il a participé à 12 chansons. Ok, très bien, ça fonctionne. Alors, il est aussi possible effectivement d'affecter plusieurs variables en les séparant avec des virgules. Alors typiquement, si jamais vous avez ce genre de choses, dans votre select, vous avez un count étoile, et vous avez par exemple, vous voulez récupérer par exemple aussi le prénom de l'artiste. Donc là, vous avez une liste une en tête de colonne, into, tout simplement, il va vous falloir un paramètre prénom, et vous avez la possibilité du coup, avec un seul into, de mettre le prénom d'artiste dans le prénom et le count dans le p non chanson. Donc là, votre prénom, il faudra aussi le déclarer en out, cette fois-ci avec un varchar de 200, pour respecter aussi les dimensions de la colonne. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Mais par contre, il faut effectivement que le nombre de colonnes sélectionnées soit égal au nombre de variables. Donc il faut qu'il y ait le même nombre de colonnes à droite du into et à gauche. Il faut aussi que la requête de sélection ne ramène qu'une seule ligne. Effectivement, si jamais vous faites un select qui ramène plusieurs lignes, en fait, le into ne pourra pas marcher. Lui, il va marcher uniquement si jamais vous ramenez qu'une seule ligne. C'est pour ça que les into fonctionnent souvent sur des fonctions qui vont grouper les lignes, comme count, sum et tout ça. Il faut que votre select ne ramène qu'une seule ligne. C'est une des limites qui est imposée. Et donc, ce qui est imposé aussi, c'est que le paramètre de sortie soit une variable, et ça, vous avez bien compris pourquoi, puisqu'effectivement, le but de la variable de sortie, c'est de pouvoir être exploité par la suite. Donc là, vous déclarez une variable qui va être remplie en sortie de la procédure et que vous pourrez utiliser dans le reste de votre script SQL. Alors les avantages et les inconvénients, c'est que toutes les requêtes contenues dans une procédure sont exécutées une seule fois côté serveur et on évite les allers-retours client-serveur. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Eh bien tout simplement c'est un gain de temps.
Imaginons que vous avez un programme derrière qui est écrit en PHP, en Python, en n'importe quoi, en n'importe quel langage, et que vous lancez 3 instructions SQL de suite. Et bien systématiquement, vous allez lancer la première, vous allez donner la main à MySQL, MySQL va lancer cette instruction, va retourner vers vous, enfin vers le programme, va lui redonner la main, on va lancer la deuxième, on va retourner vers MySQL pour l'exécuter, elle va l'exécuter, elle va rendre la main au langage, et ainsi de suite, et vous aurez une petite partie de ping-pong qui va se jouer. Si vous lancez une procédure, eh bien la procédure sera lancée, et MySQL va dérouler toutes les instructions sans jamais revenir au programme. Et donc ça ne va pas perdre de temps à essayer de rendre la main au programme, revenir par MySQL, et ainsi de suite. Donc si vous pouvez grouper des requêtes, vous pouvez le faire avec une procédure, et ça va vous faire gagner du temps, ça ne fera pas toujours des allers-retours entre votre client et votre serveur. Ce qui est intéressant aussi avec les procédures, c'est que vous pouvez ne pas donner accès à des tables à un utilisateur, donc ça on l'avait déjà vu avec les droits des utilisateurs et la commande grant, et vous pouvez lui donner des droits uniquement sur les procédures. Ce qui va permettre de ne pouvoir accéder aux données qu'au travers des procédures que vous aurez vous-même écrites et auxquelles vous donnerez accès à vos utilisateurs. Ça permet de filtrer un petit peu les informations auxquelles ils ont droit, et ça permet aussi qu'il n'y a pas de mauvaise action qui peut être mise en place sur la base de données, parce que vos utilisateurs ont accédé directement à la table. En factorisant le code, enfin, on peut réutiliser les procédures plusieurs fois à plusieurs endroits de l'application. Ça évite encore une fois de dupliquer du code. Et en termes de maintenance, c'est de nouveau un gain de temps, puisque si jamais il y a une des procédures qui ne fait pas exactement ce que vous voulez, en fait, vous aurez à la modifier qu'à un seul endroit, au niveau de la base de données, et vous aurez corrigé en un seul coup tous les appels qui seront faits à cette procédure. Alors le langage SQL reste quand même limité par rapport à ce que l'on peut faire avec un langage évolué, et vous ne pourrez pas effectivement tout faire en SQL. On peut à la limite considérer que le PLSQL est un langage beaucoup plus complet, avec lequel on peut faire beaucoup plus de choses, mais là, si on veut rester directement avec MySQL, on va voir qu'il y a certaines choses où on va avoir quand même du mal à faire vraiment avec que du SQL. Enfin, le point noir des procédures stockées, c'est que vous ne pouvez pas forcément écrire une procédure stockée en MySQL et l'emmener directement et l'exécuter sur un SGBD Oracle. En effet, les procédures stockées, il n'y a pas vraiment de norme pour les procédures stockées, donc chaque SGBD a le choix de faire un petit peu des choses différentes, et vous n'avez pas cette notion de portabilité entre une base de données et une autre quand vous écrivez une procédure stockée. Ça peut être un petit peu embêtant parce que vous aurez probablement à refaire des choses depuis le début, à corriger une procédure que vous ne pourrez pas l'emmener telle qu'elle vers un autre SGBD. Mais bon, encore une fois, ça c'est vraiment si vous voulez changer de base de données, vous voulez vraiment changer de fabricant de base de données, ce qui normalement ne devrait pas arriver toutes les semaines. Alors première vidéo qui montre que le SQL commence à se rapprocher d'un vrai langage de programmation avec toutes les structures associées. Cette première vidéo nous a présenté les procédures stockées, donc un équivalent des fonctions que l'on peut retrouver dans les autres langages de programmation. On s'est amusé à créer des procédures stockées, on a vu ce problème de délimiteur et on est arrivé à rapidement le régler grâce à la fonction justement délimiteur qui nous permet de changer le caractère de fin d'instruction. Et on a vu aussi qu'une procédure, elle pouvait regrouper des instructions, et on a vu qu'on pouvait paramétrer une procédure avec des paramètres en entrée, et qu'on pouvait récupérer aussi des paramètres en sortie. Maintenant, ce qui peut être un petit peu plus intéressant, et qu'on n'a pas encore vu au travers de cette vidéo, c'est qu'on peut aussi faire réagir de façon différente une procédure en utilisant des structures si alors sinon, des structures de boucle, qui vont nous permettre de réagir justement différemment, d'utiliser d'autres instructions, et de faire des choses assez variées avec une procédure. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo qui va traiter de la base de données. Donc je vous donne rendez-vous à très vite pour voir la suite des procédures stockées et comment est-ce qu'on peut mettre en place des structures de contrôle de données. À bientôt!